J'ai une proposition. Normalement, on doit aller à la pause, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on grignote sur la pause? Pardon? On continue? Ok. Faut que je demande si on peut continuer. On peut continuer? Merci. Donc, je vais passer la parole au lieutenant Papagay, qui est le patron de l'unité spéciale de la police du Sénégal. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jean-Robert. Je voudrais tout d'abord remercier Afrique remercier également l'Organisation internationale de la francophonie pour deux raisons. La première est le fait que j'ai pu bénéficier d'une formation de taille autour de ces jours. La seconde, également, ces organisations m'ont permis de partager ce panel avec mon professeur, M. Abdallah Cissé. Je me présente d'abord, je suis Papagay, je suis lieutenant de police et je suis également doctorant en droit privé et sciences criminelles. Et pour mon expérience professionnelle au niveau de la police nationale, j'ai eu à diriger successivement la brigade des affaires criminelles au niveau de la direction de la police judiciaire. J'ai eu également à diriger donc la brigade économique et financière au niveau de la police judiciaire. Et j'ai été pendant 4 ans le chef du groupe de recherche et d'interpellation de cette même structure. Relativement à la lutte répression policière de la criminalité au Sénégal, donc je vais vous parler de mon expérience de terrain. Et comme l'a déjà souligné le professeur Abdallah Cissé, donc la charrue a été mise avant les bœufs. Parce que comme vous le savez très bien, donc le Sénégal a eu son dispositif en matière de lutte contre la cybercriminalité en 2008. Et ce n'est qu'en 2012 que les autorités ont jugé nécessaire de mettre en place une unité spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Mais cela ne veut pas dire que, par exemple, avant la création de cette unité, la police nationale n'avait pas connu des cas de cybercriminalité. Donc c'est l'objet de ma présentation. Et je vais vous faire, par exemple, une histoire de la lutte contre la cybercriminalité au niveau de la police nationale, en partant sur des exemples précis. Et d'ailleurs, donc il y a juste de souligner qu'avant, par exemple, la mise en place de cette structure de lutte contre la cybercriminalité et également avant la mise en place donc, du texte législatif, donc la police travaillait sur la base du code de procédure pénale et du code pénal sénégalais. Oh. Excusez-moi. Maintenant, en introduction, comme vous le savez, les technologies de l'information et de la communication, notamment Internet, ont engendré la recrudescence d'actes répréhensibles commis dans le cyberespace. De nouvelles infractions ont été, donc sont commises. Il s'agit par exemple des infractions spécifiques aux technologies de l'information et de la communication. Il s'agit également donc des infractions traditionnelles qui sont aujourd'hui facilitées par les technologies et de l'information et de la communication. Au Sénégal, la cybercriminalité a connu une évolution tant de par la nature des infractions commises
et également par l'organisation structurelle des réseaux de cybercriminels. Dans les années 90, les actes de cybercriminalité étaient commis pour le plus souvent par des étrangers au préjudice d'étrangers, européens, asiatiques et autres. Les infractions se résumaient autour des escroqueries, du faux et de l'usage de faux portant sur des documents administratifs et des documents de voyage commis au moyen des technologies de l'information et de la communication. Vers les années 2000, le phénomène s'est complexifié. On assiste de plus en plus à l'implication des nationaux qui offraient aux cyberdélinquants le gîte et le couvert, par exemple l'hébergement, la souscription de lignes ADSL ou de puces téléphoniques auprès de certains opérateurs. En 2006, plus particulièrement, la police sénégalaise a enregistré des cas d'escroquerie suivis d'enlèvement, de séquestration et de demande de rançon. Aujourd'hui, les atteintes au système informatique et aux données informatisées se multiplient au préjudice des établissements financiers, des établissements de monnaie électronique et autres entreprises publiques comme privées impliquant la population et les autres. Les actes de piratage également et les instructions frauduleuses sont devenus monnaie courante du fait de la vulnérabilité des systèmes informatiques et d'un manque surtout de culture de cybersécurité. À cela s'ajoutent également les infractions se rapportant au contenu, par exemple les diffamations, les injures, les menaces et la propagande. Sur ces questions, donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que le professeur a déjà listé donc, la typologie des infractions, mais il s'agit tout simplement de dire qu'il s'agit par exemple de questions qui intéressent à juste titre les forces de sécurité. Parce que le cyberespace est un espace comme les autres, donc il y a de l'ordre à y maintenir. Le policier doit s'adapter aujourd'hui à maintenir l'ordre dans le cyberespace comme il le maintient dans l'espace terrestre, l'espace aérien. Notre démarche s'articulera autour de trois points essentiels. Il s'agira de voir l'évolution de la cybercriminalité au Sénégal à la lumière de l'expérience de la police nationale d'une part, les mesures répressives et enfin nous allons voir les obstacles liés à la lutte contre le phénomène cybercriminel au Sénégal. Attention. Oh. Excusez-moi. Donc, cela nous pousse à articuler notre plan comme suit. D'abord, sur la question de la cybercriminalité ou phénomène évolutif au Sénégal, nous allons voir successivement la cybercriminalité portant sur les atteintes aux biens et aux personnes. Et sur ce point, il sera question de revisiter quelques cas relatifs aux atteintes aux biens, quelques cas relatifs aux fraudes informatiques, et également de voir par exemple les atteintes aux personnes. Et ensuite, nous allons voir la cybercriminalité portant sur les atteintes au système informatique et aux données. Et autour de cette question, nous allons voir successivement le piratage informatique ou bien le hacking et les atteintes aux données informatisées, vol, altération ou suppression. Et tout cela à la lumière des cas que la police nationale a eu à traiter. Et deuxièmement, nous allons voir également le dispositif législatif, parce que parler par exemple de la répression policière revient également à parler du dispositif législatif. Parce que c'est le dispositif législatif, notamment la procédure pénale, qui doit sous-tendre toutes les actions de la police judiciaire. Donc sans texte, la police judiciaire ne peut pas agir. Et par la suite, nous allons voir la mise en place d'un dispositif spécial opérationnel au niveau de la police nationale et les méthodes et techniques d'investigation que nous allons également partager avec vous. Et pour terminer, donc nous allons voir en troisième lieu les obstacles liés à la répression de la cybercriminalité, que ce soit au niveau national, que ce soit également au niveau international. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la cybercriminalité est un phénomène évolutif au Sénégal. Donc, au départ, il y avait par exemple les escroqueries, et comme vous le savez, l'escroquerie au sens classique, donc l'escroc obtient un bien, un service ou bien de l'argent à la suite de manœuvres fondées sur le mensonge et la manipulation. Et ensuite, il peut par exemple user d'une fausse identité, user également d'une fausse qualité. Aujourd'hui, donc les technologies de l'information et de la communication donc, constituent un facteur facilitateur. Et comme technique, les cyberdélinquants utilisent, comme vous le savez très bien, le scamming, le phishing, le carding, entre autres.
Donc cette forme d'arnaque est connue au Sénégal. Donc il s'agit par exemple principalement, donc, pour un cyberdélinquant à obtenir d'une personne la victime qu'il effectue un virement d'argent et par des subterfuges, cet argent est détourné à des fins donc, délictuelles. Donc pour mieux convaincre les victimes, la police au cours des perquisitions qu'il a eu à effectuer a eu donc à saisir de faux documents, que ce soit de faux actes d'état civil, que ce soit également de faux actes notariés, également de faux documents bancaires. En guise d'illustration, donc nous allons illustrer par cette affaire dénommée affaire Okeke, une bande de cyber-escrocs démantelée par la sûreté urbaine donc, du Sénégal, qui est une entité de la direction de la police judiciaire, laquelle avait dépossédé un émigré sénégalais de 300 millions de francs CFA. Comme mode opératoire, donc il s'agissait par exemple d'utiliser des courriers de transfert de fonds aux États-Unis, moyennant une commission. La victime en question a été invitée à remplir de faux documents. Au cours de la perquisition, comme vous le savez, donc, il a été saisi 6 ordinateurs portables, un véhicule 607, une berline offerte à son épouse et une sénégalaise. Des spécimens de cartes de réfugiés et de billets d'avion découverts dans des disques durs des ordinateurs, de faux extraits de naissance et j'en passe. À un certain moment, donc, il y a eu l'implication des nationaux dans le phénomène de la cybercriminalité. L'exemple la plus pertinente est l'implication de collégiens et collégiennes donc, qui, en complicité avec 4 ressortissants de pays de la sous-région, ont été arrêtés donc, à la suite d'une longue surveillance et de filature. Il s'agissait en quelque sorte d'une correspondance que le BCN Interpol nous avait envoyée et qui faisait état d'un Allemand, de 2 Français et de Panamaïens dépouillés chacun de sommes d'argent variant entre 300 000 à 500 $. Le contenu du message donc s'articulait ainsi: jeune fille recherche un homme compréhensif pour une relation sérieuse qui pourrait aboutir à un mariage. Ainsi, voilà comme ça, un bon soldat. Ainsi, les victimes commençaient à échanger avec les filles qui leur envoyaient des photos hot, c'est-à-dire des photos que vous pouvez comprendre. Les victimes envoyaient également des invitations en vacances en Europe et des billets d'avion. Entre autres techniques également, la police sénégalaise a eu à connaître des cas de phishing. Donc cette technique vise à récolter, comme vous le savez, des informations confidentielles. Il peut s'agir de codes, entre autres, en dupant les internautes par le biais d'un courriel électronique semblant provenir d'une entreprise de confiance, typiquement une banque ou bien un site de commerce. Donc c'est une forme d'activité criminelle utilisant les techniques d'ingénierie sociale. À ce niveau également, donc, il y a lieu de faire quelques précisions. Il est vrai que la technique d'ingénierie sociale donc, consiste pour un délinquant à utiliser les vulnérabilités du système. Mais, en tant qu'enquêteur, nous avons pu, par exemple, comprendre qu'en dehors donc, de l'exploitation des vulnérabilités des systèmes, les cyberdélinquants également exploitent les failles humaines. Il y a un cas dans lequel donc, un centre d'appel sénégalais a été victime. Il s'agit de 2 ressortissants du Maghreb qui étaient venus. Ils ont prospecté le terrain. Ils ont eu, par exemple, jausé la conscience des employés et par la suite, moyennant une rémunération, ils ont eu obtenu des codes par lesquels ils ont entré dans le système. Cela veut dire que, par exemple, nous allons le voir, en luttant contre la cybercriminalité, l'enquêteur doit non seulement, par exemple, prendre en compte les facteurs technologiques, mais également, il doit également prendre les facteurs sociaux. Donc, c'est la même technique, comme vous le savez. Je vais passer un peu rapidement. Donc, c'est une stratégie que vous connaissez. Il vous envoie, par exemple, un mail. Il vous demande, par exemple, vos codes confidentiels. Et par la suite, donc, il vous donne une adresse qui est mal orthographiée. Donc, vous saisissez ce lien et il y a une fenêtre qui s'ouvre.
Dès l'instant que vous mettez vos informations confidentielles, les escrocs ont désormais accès à votre compte, dans lesquels ils sont désormais en mesure d'effectuer des virements selon le seuil autorisé par la banque. Entre autres affaires également, donc la police a eu à connaître une affaire dans laquelle donc, des mules ont été recrutés. Le mule donc, a été, par exemple, une technique utilisée par exemple par les cyberdélinquants donc, pour contacter les gens et ils concluent des contrats avec eux, soit parce qu'ils ont été recrutés par mail contre rémunération et parfois donc, ils les aident également à transporter des fonds illicites. La police également a connu des cas de carding. Donc c'était une affaire au préjudice d'un établissement de monnaie électronique. Après la captation des données personnelles, des cartes ont été contrefaites et il y a eu également une monétisation. Le cyberdélinquant introduit frauduleusement dans le système informatique avait volé des données avec lesquelles il avait confectionné de fausses cartes. Le suspect a été arrêté à l'aide de l'exploitation de son téléphone. Relativement au cas d'atteinte aux personnes, donc il y a une affaire également qui a été connue récemment par la police et les faits s'articulent ainsi. Il s'agit de 5 ressortissants allemands, un Finlandais donc, qui ont été appâtés via Internet, notamment via leur site de rencontre afriqueintroduction.com par des jeunes filles à la recherche de relations amoureuses sérieuses. Et une fois à Dakar, ils ont été séquestrés dans des appartements privés. Les investigations donc, ont commencé par l'analyse des communications de la piste dont des victimes allemandes qui a permis également à géolocaliser une de ces filles suspectes. La collecte des données de son portable a établi ses relations certaines avec les 5 autres membres de la bande qui ont été localisés puis arrêtés. Au cours de la perquisition, 3 ordinateurs portables ont été saisis et l'autopsie des appareils a révélé des communications avec d'autres membres de la bande qui sont par la suite retournés à leur pays d'origine. Effectivement, donc toujours dans le cadre des enquêtes, une vérification a été effectuée au niveau de l'aéroport et ce qui a permis vraiment de confirmer effectivement que les victimes, les suspects donc, ont eu à voyager. Une affaire également de piratage donc, a été connue par la police nationale. Il s'agit de l'affaire dénommée affaire Donaï Simon, qui a effectivement été jugée par le tribunal régional All-Class de Dakar le 20 décembre 2011 à la suite d'une enquête de la police. Ce dernier avait pénétré dans le réseau informatique de l'agence de voyage dénommée Delta avec des procédés frauduleux, donc pour procéder à des réservations de billets d'avion Dakar-Atlanta, Dakar, moyennant le versement de sommes d'argent. Le tribunal également a connu une affaire suite à une enquête de la police. Un employé indélicat qui avait non seulement volé les codes d'accès, mais avait installé dans le système un programme informatique qui lui permettait d'accéder à tout moment dans le système. Voilà quelques idées sur le phénomène évolutif de la cybercriminalité au Sénégal à la lumière de l'expérience de la police nationale. Et ce qui nous mène à la deuxième partie de cette présentation, si vous me le permettez, aux réponses apportées à la lutte contre la cybercriminalité. Il s'agira par exemple de voir dans un premier temps, donc comme je l'ai dit tantôt, la consécration de règles de procédure nouvelles. Le professeur a eu à le souligner dans sa présentation. La loi de 2008 a apporté 2 innovations majeures. Il y a par exemple des innovations donc, sur le plan substantiel. Il y a également des innovations sur le plan procédural qui a consacré de nouvelles règles de procédure et qui a donc aménagé une stratégie, une cyberstratégie permettant d'instrumentaliser les technologies à des fins d'enquête. Autrement dit, utiliser des technologies de l'information et de la communication donc pour recueillir des preuves. Donc une telle stratégie a été articulée autour d'une extension des pouvoirs d'investigation des autorités judiciaires, officiers de police judiciaire, magistrats d'une part, et d'autre part, autour du renforcement de la capacité internationale, donc de la coopération internationale
contre le cybercrime. Mais, malgré l'existence accrue de textes législatifs, les réponses à la cybercriminalité étaient loin d'être adéquates du fait d'un manque de formation, de coordination et de spécialisation des services de police, surtout au niveau de la police judiciaire. D'où la nécessité de s'adapter. C'est pour ces raisons qu'il a été créé au sein de la police nationale une unité opérationnelle spécialisée chargée de lutter contre la cybercriminalité. Donc, une petite présentation de l'unité opérationnelle. Il s'agit par exemple d'une unité qui a été mise en place à la suite de plusieurs formations de spécialisation donc, qui ont été menées d'une part par la coopération française et d'autre part par le département d'État américain. Donc cette unité, donc, comme vous le voyez, est structurée comme suit. Il y a un groupe opérationnel. Ce groupe est chargé de mener toutes les investigations relatives aux infractions liées aux TIC. À côté du groupe, il y a également un groupe de documentation et d'analyse qui est chargé d'analyser toutes les informations et tous les dossiers donc qu'a connu le service et les autres services de police en matière de cybercriminalité. Et également, il y a un laboratoire de criminalistique informatique. Le laboratoire de criminalistique informatique donc, permet donc de faire des analyses, comme on le dit, des analyses post-mortem, c'est-à-dire des analyses indirectes. Parce qu'en matière de criminalistique informatique, donc, il y a donc, ce qu'on peut appeler par exemple le live forensics, c'est-à-dire les investigations qu'on fait en direct dans une scène de crime informatique. Également, il y a la criminalistique informatique proprement dite, le fait par exemple de procéder à l'autopsie des disques durs et tous les supports pouvant regorger de données. Donc comme méthode, vous le savez, les investigations numériques sont très difficiles parce que non seulement, par exemple, nous avons des données donc, qui proviennent des sources directes, mais nous avons également des données qui sont volatiles. Donc, ce qui fait que, par exemple, l'enquêteur doit être outillé et également utiliser un certain nombre de logiciels donc, pour pouvoir collecter les informations en temps réel. Parce qu'il y a des informations donc, qui disparaissent dès l'instant que le courant est coupé. La criminalistique informatique, il s'agit de l'application de techniques et de protocoles d'investigation numérique respectant les procédures légales et destinées à apporter des preuves numériques à la demande d'une institution de type judiciaire par réquisition, ordonnance ou jugement. On peut donc également la définir comme l'ensemble des connaissances et des méthodes qui permettent de collecter, conserver et analyser des preuves issues de supports numériques en vue de les produire dans le cadre d'une action en justice. Et pour ce faire, donc, il faut un poste de travail d'analyse légale, donc qui est un environnement fiable, généralement au sein d'une plateforme informatique de haute performance, qui contiendra des outils et des logiciels accrédités installés pour faciliter une analyse légale informatique. À côté, il y a également des logiciels d'analyse. Il s'agit d'applications spécialisées qui peuvent être utilisées pour nettoyer des supports de stockage, acquérir des images d'analyse légale. Il y a également donc des supports de stockage propres au plan criminalistique, parce que la finalité du travail de l'officier de police judiciaire est de présenter donc des preuves, mais pas de n'importe quelle preuve. Donc ces preuves doivent respecter un certain nombre de principes, parmi lesquels l'intégrité, l'authenticité, et pour ce faire, ils doivent être collectés d'une façon donc à ne pas les altérer. Et si ces dispositions-là sont remplies, donc la preuve est recevable au niveau du parquet. Et pour toujours préserver l'intégrité, donc il y a ce qu'on appelle le dispositif de blocage d'écriture, qui est un appareil ou une application qui interdit les opérations d'écriture sur un support informatique. Ce dispositif peut être du matériel, il peut également être un logiciel, mais la pierre angulaire de toute enquête de police est la pièce à conviction qui doit avoir un degré d'intégrité pour être recevable. Comme logiciel, nous utilisons Ncase. Ncase,
à des formalités qui permettent non seulement de retrouver les données effacées, mais également de récupérer toutes les données qui sont stockées dans le disque dur. Il y a également FTK Image, comme vous le savez très bien, qui permet également de faire des copies images et de collecter des données numériques. Il y a également le Internet Evidence Finder qui permet de retracer toutes les communications, donc via les messageries, également via les réseaux sociaux. Et enfin, pour terminer sur les logiciels, nous avons un outil qu'on appelle le Celebrite, donc qui est utilisé pour l'extraction des données au niveau du téléphone portable. Donc comme méthode, comme vous le savez très bien, donc il y a la méthode de retraçage des adresses IP. L'adresse IP étant la carte de visite donc, qui permet d'identifier un ordinateur, un périphérique, un réseau de communication, etc. Bon, les techniques sont multiples. Vous avez les Whois, vous avez également donc, certains sites libres qui permettent d'identifier des adresses IP. Mais l'identification de l'adresse IP ne suffit pas en enquête informatique. Il faut également identifier le fournisseur d'accès. Et le fournisseur d'accès donc, est important dans le cas des enquêtes parce qu'il se situe entre le suspect et le reste du monde. Et le fournisseur d'accès également contrôle d'importantes preuves numériques. Il y a les informations sur la clientèle qu'on peut retrouver. Il y a également les informations sur les données de trafic. Il y a également les données informatiques. Et sur ce point, donc, nous collaborons parfaitement avec les opérateurs, à savoir la Sonatel, Tigo et Expresso. Et cela se fait sur la base de réquisition conformément à l'article 52 et suivant de notre code pénal et à la loi sur les télécommunications. Pour terminer, donc nous allons voir la troisième partie consacrée aux obstacles liés à la lutte contre la cybercriminalité. Donc au niveau national, des problèmes se posent, parmi lesquels nous avons le problème d'identification des cyberdélinquants à partir des adresses IP, comme vous le savez, qui sont le plus souvent dynamiques. Il y a également une deuxième difficulté liée à la coopération avec les fournisseurs d'accès Internet. Il y a un troisième problème qui est lié aux techniques d'anonymisation des adresses IP. Également, la réglementation des cybercafés et également les Wi-Fi ouverts. Au niveau national, donc comme vous le savez, la cybercriminalité est un phénomène qui est transnational. Et Internet aujourd'hui fusionne les frontières nationales pour relocaliser la criminalité à un niveau international. Donc cette modification du visage de la cybercriminalité, de la criminalité en général par Internet, donc, est un phénomène donc, qui ne laisse pas de tâches aux fonctionnaires de police ou bien aux enquêteurs d'une manière générale. Aujourd'hui, la scène de crime traditionnelle passe à une scène de crime virtuelle que l'enquêteur doit impérativement gérer, préserver pour éviter l'altération des pièces à conviction numérique. À cela, donc, s'ajoute le fait que le policier est en face d'une criminalité modifiée par les paramètres intrinsèques à l'Internet, tels que l'anonymat, l'interchangeabilité de l'identité. Et enfin, le problème juridique complique davantage l'intervention des forces de police, du fait non seulement de la territorialité des infractions, mais également de cet attachement à la notion de souveraineté. Et les cyberdélinquants donc, ont dématérialisé aujourd'hui donc, toute idée de frontière. Et pourtant, donc, au moment où les gens, les forces de sécurité s'attachent à ces notions de souveraineté ou de territorialité, les cyberdélinquants avancent à grands pas avec une technique de plus en plus sophistiquée. On a les techniques de mystification, entre autres, et les dénis de service. L'avenir de la répression policière de la cybercriminalité ou bien les perspectives. Aujourd'hui, compte tenu des problèmes que nous venons de décrire tantôt, donc il est impératif pour lutter contre la cybercriminalité de mettre en place un ensemble. Et cet ensemble, je vais l'appeler une cyberpolice communautaire. Ce n'est pas un rêve si on veut parvenir à la lutte contre cette délinquance transnationale. Parce qu'aujourd'hui,
la lutte contre la criminalité, que ce soit la criminalité organisée, que ce soit également la cybercriminalité, ne peut plus être l'apanage d'un seul service de police ou bien d'un État. Il faut une approche globale de la cybersécurité qui va au-delà de tout intérêt particulier. Il faut également un partenariat solide entre les différents acteurs du cyberespace à tous les niveaux, au niveau national et au niveau international. Et tout par la mise en place de législation nationale harmonisée et des structures opérationnelles capables d'échanger des informations à temps rapide et surtout mener des opérations combinées dans le cadre des investigations. Sur ce, je ne ferai que par exemple vous rendre honneur de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous avez permis aux différents participants de bénéficier sur le plan technique, et je vous remercie de votre aimable attention.